Alors, du coup, hop, ouais. Bon, du coup, salut tout le monde. Je me présente vite fait. Je m'appelle Tristan. Je suis actuellement en quatrième année de médecine. Donc, ça fait 3 ans enfin, 2 ans et demi, 3 ans que je suis tuteur à un master prépa. Donc, voilà, je sais que là, vous êtes un petit peu en train de découvrir les cours de la PAS, tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein. Bon, je sais que c'est peut-être pas votre priorité actuellement, mais si vous avez plein de questions, je suis là pour y répondre. Donc, je vous donnerai Dan vous donnera peut-être mon numéro ou quoi, par WhatsApp ou autre. Voilà, je suis là pour répondre, ou même que ce soit sur la PAS, sur les cours, sur n'importe quoi. Si vous voulez un peu avoir un avis de quelqu'un de plus ancien sur la médecine et tout, ou même la pharmacie ou quoi, je peux essayer de vous aiguiller un peu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'appareil circulatoire. Donc je me suis permis d'emprunter le diapo d'un collègue, du coup, qui est très très bien fait. Et je vous montrerai peut-être un petit peu plus d'images après à côté. Donc s'il y a un souci, vous ne m'entendez pas, vous me dites direct. Et s'il y a un problème dans le diapo qui ne marche pas, pareil, hein. Donc, l'appareil circulatoire, qu'est-ce que c'est? Donc, ici, appareil circulatoire, c'est l'ensemble des structures qui permettent de véhiculer le sang dans l'organisme. Donc, pourquoi on a besoin de véhiculer le sang dans l'organisme? C'est parce que notre corps humain est formé de plein de tissus et d'organes qui ont des besoins en plein de nutriments, donc c'est ce qu'on mange surtout, et aussi des apports au niveau de l'oxygène, donc des apports de gaz particuliers. Donc, il y a plein d'apports qui sont nécessaires, mais c'est surtout oxygène, nutriments. Et ça, par quoi c'est véhiculé dans le corps? C'est par le sang. Ce qu'on mange et ce qu'on respire, ça va dans le sang, et ensuite c'est distribué à nos organes pour qu'ils fonctionnent. Une fois que l'organe a utilisé notamment l'oxygène et les nutriments pour fonctionner, forcément, il va devoir relâcher quelque chose. Il va relâcher en fait des déchets. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Du coup, c'est comme si vous prenez un aliment que vous digérez, il vous apporte l'énergie, et ensuite vous le relâchez au niveau des excréments ou de l'urine. Et bien, les organes, c'est pareil. Donc, ils vont recevoir des nutriments par le sang, notamment les artères, et ils vont évacuer les déchets, notamment par les veines. Et le transport des substances, il est permis par quoi? Donc, par cet appareil circulatoire. Et cet appareil circulatoire, en fait, c'est comme une tuyauterie. Vous avez une pompe, qui est le cœur, qui va battre et qui va justement envoyer ou recevoir le sang. Et vous avez les vaisseaux, c'est tout simplement les tuyaux. Donc là, ce sera important de voir, vous verrez dans les années futures, qu'il y a plein de problèmes au niveau des vaisseaux qui posent plein de problèmes au niveau de l'alimentation du corps. Donc, la circulation dans le corps, l'appareil circulatoire, c'est deux grandes entités et c'est surtout sur les artères qu'on va se focaliser aujourd'hui. Veines et lymphatiques, vous verrez, on va en parler, mais c'est un peu plus compliqué. Là, le but, c'est quand même de décortiquer le cours et de vous donner un petit peu envie de découvrir tout ça, mais sans aller dans les détails à fond. Donc, le plus important, vraiment, là, si vous arrivez à retenir ça, c'est génial, c'est qu'il y a une petite circulation et une grande circulation. La petite circulation qui est au milieu ici, elle s'appelle aussi la circulation pulmonaire. C'est cette circulation qui permet, peut-être que vous l'avez vu sûrement, que ce soit peut-être au collège ou au lycée, c'est ce qui permet en fait d'apporter dans votre sang l'oxygène, qui est primordial pour la vie, hein. Et vous avez la grande circulation, qu'on appelle aussi circulation systémique. Alors systémique, en fait, c'est pour système, parce que notre corps humain, c'est plein de systèmes. On a le système néphrologique, le système cardiaque, le système pulmonaire. Donc en fait, quand on dit systémique, ça veut dire que ça concerne tout le corps, tout l'organisme. Donc la grande circulation, c'est la circulation systémique, et c'est en fait le tour, là, c'est le cadran. Donc, on va un petit peu détailler ça juste après. Alors, pour revenir à l'appareil circulatoire, on a, je vous ai dit, une pompe. La pompe, c'est le cœur. Où est-ce qu'il est, ce cœur? Il est dans la cavité thoracique. Donc, thoracique, c'est tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui vous permet de respirer. En fait, quand vous inspirez, le diaphragme se baisse, vos poumons gonflent. Et quand vous expirez, le diaphragme remonte et il appuie un peu sur les poumons, ce qui vous permet d'expirer votre air. Donc, thoracique, c'est tout ce qui est au-dessus du diaphragme ici. Le cœur, du coup, il est dans cette cavité thoracique, il est au milieu et il se situe précisément dans ce qu'on appelle le médiastin. Le médiastin, en fait, c'est au milieu du thorax. C'est ce qui est entre les deux poumons. Vous avez un médiastin antérieur, dans lequel on retrouve le cœur, un médiastin moyen, où il y a la trachée qui passe, et un médiastin postérieur, notamment où on retrouve l'œsophage. Donc là, je vous dis plein d'organes et tout. Vous verrez dans les cours de Dieu 5 d'anatomie qui sont géniaux. C'est vraiment là où vous allez un peu décortiquer le corps, savoir qu'est-ce qui se situe en face de quoi, qu'est-ce qui se situe derrière quoi. Donc peut-être que là, ça vous paraît un peu compliqué. Justement, si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, vous pourrez me dire à la fin du cours, enfin plus tard, plus de détails, je pourrais vous aider. Mais voilà, en gros, médiastin, c'est au milieu dans le thorax. Du coup, si on regarde un peu, souvent dans l'IE5, dans l'anatomie, on vous dira en face de quoi ça se trouve, derrière quoi ça se trouve. Ça s'appelle les rapports. Le cœur, en avant, en fait, qu'est-ce qu'il y a devant lui? Il y a le sternum. Il y a le plastron sternocostal.
En gros, devant, là, vous avez un os qui n'est pas visible sur la photo. C'est le sternum que vous pouvez tâter sur votre propre corps. C'est un os central. Et vous avez les côtes. Donc en avant, on retrouve ça. En bas du cœur, en fait, on retrouve le diaphragme, que je vous ai détaillé un petit peu avant. Et sur les côtés, on retrouve les poumons. Donc ça, c'est les rapports du cœur. Et ça, pour chaque organe, on vous dira à chaque fois les rapports, c'est important de les connaître. Donc ça, typiquement, vous avez fait, il me semble, le cours sur les bases de l'anatomie. Peut-être qu'on vous a expliqué un peu qu'en anatomie, vous aurez un poly avec les cours et un poly avec les schémas. Ça, du coup, c'est une plaquette de schéma. Donc, on va un peu détailler ce qui se trouve ici. Le cœur, en fait, il est décrit comme une pyramide à base, enfin, avec une base et un apex, c'est un peu particulier, mais bon, on s'en fout, ça. Il y a un sommet, en fait, c'est la pointe de l'organe qu'on appelle l'apex. Tous les organes, ils ont enfin, pas tous les organes, mais avec une forme particulière, des fois, ils ont un apex, un sommet, une pointe, une proéminence, on va dire. Donc, le cœur, il a son apex qui est ici, qui est déterminé en 11. Le grand axe du cœur, c'est important à savoir. Après, il y a des variations anatomiques qui font que peut-être des personnes, mais bon, c'est super rare, peut-être des personnes des trucs un peu différents. Mais le grand axe du cœur, normalement, il va vers l'avant, en bas et à gauche. Donc, en fait, là, quand vous regardez cette plaquette, il faut imaginer, donc vous avez le repère ici. Ici, c'est vers le haut. Là, c'est vers la gauche. Et bien, le cœur, il est orienté vers la gauche. Il est orienté vers le bas. Il pointe plus vers le bas. Il ne remonte pas vers le haut. Et il va vers l'avant. Et ça, notamment, c'est important, en fait, quand vous placerez quand vous regarderez, il y a des ECG, donc l'électrocardiogramme, quand on enregistre l'activité du cœur, ce qu'on fait dans tous les services de médecine, c'est important parce qu'on a des électrodes qui doivent être placées. Et ces électrodes doivent être placées, en fait, justement vers la gauche pour suivre l'axe du cœur. Et vers le bas aussi pour suivre l'axe du cœur. Et du coup, le cœur a 3 faces, à peu près. Une face antérieure, ici, une face inférieure qui répond au diaphragme, qui est en dessous, et une face gauche. En fait, ici, là, le ventricule gauche qui est derrière, on le considère comme une face gauche. Donc, on va détailler un petit peu tout ce qui est à côté, mais en gros, si je vous fais rapidement là, gros, qu'est-ce qu'il y a? On a le cœur, avec le ventricule droit et derrière le ventricule gauche. Ici, on a la veine cave inférieure qui rentre dans l'auricule ou l'atrium gauche, l'atrium droit, pardon. La veine cave supérieure. Ici, on a le tronc pulmonaire qui va donner 2 artères pulmonaires. En anneau un peu bizarre, là, c'est la trachée, donc là, par où vous respirez. Et ici, là, c'est le plus important, on va dire, c'est l'aorte, avec la crosse de l'aorte. C'est ça qui va surtout, c'est vraiment ce qui va délivrer le sang dans tout votre organisme. Donc ça, c'est la morphologie externe, mais il y a une morphologie interne au cœur. Donc ici, qu'est-ce que c'est le cœur? C'est 4 grosses parties. Vous avez un cœur droit et un cœur gauche. Ces 2 parties sont séparées en fait par du muscle, ici, là, qu'on appelle le septum cardiaque. Le mot septum, vous le retrouverez dans plusieurs organes. En fait, c'est un peu une séparation. Donc le septum cardiaque, il sépare le cœur gauche, le cœur droit du cœur gauche. Et chaque partie du cœur est séparée lui-même en 2 parties. On a à droite, du coup, l'atrium ou l'oreillette, ça se dit aussi, l'atrium droit, qui donne suite au ventricule droit. Et à gauche, on a l'atrium gauche, qui donne suite au ventricule gauche. Dans chaque cavité, en fait, les deux, donc la cavité droite, avec ces 2 parties, atrium, ventricule, ils communiquent par un ostium, un trou. Ostium, ça veut dire trou, en gros, un orifice, on va dire. Un ostium, du coup, atrio pour atrium ventriculaire. Et bien, chaque côté du cœur a un ostium particulier. À droite, cet ostium-là, il y a une valve qui permet au sang d'arriver de l'atrium vers le ventricule qui s'appelle la valve tricuspide. Ça, c'est pour la droite. Et à gauche, au niveau de cet ostium, on a une autre valve qui s'appelle la valve mitrale. Donc là, c'est très important de savoir que la valve tricuspide elle est à droite et la valve mitrale elle est à gauche. Et c'est surtout à ces endroits-là qu'on peut avoir, surtout au niveau de la valve mitrale. Ça, c'est un peu pour vous donner des petits détails plus futurs, mais au niveau de la valve mitrale, on a souvent des grosses complications qui peuvent donner des insuffisances cardiaques avec plein de problèmes infectieux, etc. Voilà. S'il y a un moment où vous ne comprenez plus rien ou vous voulez des détails, vous m'arrêtez. Donc, si on regarde maintenant la physiologie un peu de ce sang, donc on a dit que le cœur, c'est une pompe qui récupère du sang et qui l'envoie dans l'organe. On a le cœur droit, avec l'atrium droit et le ventricule droit. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? En fait, l'atrium droit, qui est ici, il va recevoir le sang de la veine cave inférieure, mais aussi de la veine cave supérieure. La veine cave, en fait, c'est le réseau qui va ramener tous les déchets. Ce que les organes ont un peu lâché, quoi.
Du coup, ce sang arrive dans la veine cave, des deux côtés, et arrive dans l'atrium droit. Une fois dans l'atrium droit, le sang va aller dans le ventricule droit. Et ce ventricule droit, ensuite, il va se contracter et il va propulser le sang vers les poumons. Par quoi? Parce qu'il est en bleu ici, par le tronc pulmonaire, ici. Donc on a aussi une valve particulière, hein, mais bon, ce n'est pas très important. Par le tronc pulmonaire, qui va se diviser ensuite. Je me suis trompé, hein. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Ça sera plus visible ici. Vous avez le tronc pulmonaire là, qui va se diviser en artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite. Donc le sang arrive par la veine cave dans l'oreillette droite, va dans le ventricule droit se contracte, il envoie le sang vers les poumons par les artères pulmonaires, et ensuite on arrive dans ce qui est en fait la petite circulation, donc ici, ce sang arrive dans le poumon. À ce niveau-là, on va avoir un échange particulier qu'on va détailler après, et ensuite, ce sang va revenir par ce qu'on appelle les veines pulmonaires dans l'atrium gauche cette fois, et ensuite dans le ventricule gauche. Et là, quand il est ici, le ventricule gauche va se contracter, ça s'appelle la systole, et cette systole va envoyer ce sang qui sera oxygéné dans l'ensemble de l'organisme. Vous voyez, aux viscères différents, là, au rein, à l'intestin, etc. Hop. Ok, donc ça, vraiment, ce que je viens de vous expliquer, là, c'est le plus important, hein, de ce cours. Donc voilà, c'est un petit peu plus détaillé. On refait veine cave, inférieure, supérieure, l'atrium droit, le ventricule droit, la valve tricuspide à droite, le tronc pulmonaire. Là, on ne voit pas, mais il y a les artères pulmonaires normalement. Enfin, elles sont là, mais en fait, elles sont mal. J'aime pas parce qu'elles sont mal représentées, je trouve. Du coup, j'aime pas trop cette configuration, mais bon, bref. Artère pulmonaire, ça va dans le poumon. Hop, ça revient par les veines pulmonaires qui sont en rouge, là, dans l'atrium gauche, ventricule gauche, et ensuite, on est envoyé dans l'aorte. Alors, je regarde juste après. Ouais, voilà. Alors, petite pause, on fait un petit point sur les tuniques du cœur. Le cœur est souvent dans plein d'organes, vous verrez, il y a toujours plusieurs parties dans l'organe. Le cœur est divisé en trois parties, en trois tuniques, ça s'appelle. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, on en trouve trois. La plus intérieure s'appelle l'endocarde. Donc, c'est le petit... là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a un fin petit épithélium ici. L'endocarde, c'est ce qu'on appelle un endothélium. Du coup, ça, vous le verrez dans des cours particuliers. C'est fait des cellules particulières, en fait, qui vont tapisser les cavités cardiaques. Donc, le plus intérieur, c'est l'endocarde. Endo comme intérieur. Ensuite, au milieu, on a le myocarde. Myo, ça vient du grec, ça veut dire muscle. Donc, c'est la partie musculaire et contractile du cœur. C'est tout ce qui est en rosé, là. Ça, en fait, c'est cette partie-là qui va se contracter pour recevoir ou envoyer le sang. Un point assez important qui est souvent un piège dans les QCM, c'est que le cœur, c'est un muscle strié. Vous verrez, peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs avec les bases de connaissances, là, le premier cours, mais en gros, vous avez les muscles lisses et les muscles striés. De façon conventionnelle, en fait, le muscle strié, c'est les muscles qu'on peut nous-mêmes activer. Par exemple, quand je force sur mon bras, j'active mes muscles striés du biceps, par exemple. Alors que les muscles lisses, c'est souvent les muscles au sein des organes, c'est des muscles qui sont activés par le système nerveux autonome, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Et en fait, c'est assez particulier parce que le cœur, on ne le contrôle pas, et pourtant, c'est un muscle strié. Voilà, c'est un petit piège qu'il faut retenir. Donc, endocarde, myocarde et péricarde. Donc là, vous ne voyez pas trop bien, mais en gros, c'est l'espèce de truc transparent qui recouvre les vaisseaux, là, qui fait le tour du cœur. Donc, péri pour périphérique, carde, c'est pour le cœur. Donc, péricarde, c'est l'enveloppe qui va entourer toutes ces tuniques. Et le péricarde, c'est super important parce que dans le péricarde, en fait, il y a un espace entre le péricarde et les tuniques du cœur. Dans cet espace, il y a un tout petit peu de liquide qui est utile pour que le cœur, voilà, il soit pas trop serré ou quoi. Et en fait, quand vous avez des pathologies des pathologies où en fait du liquide arrive dans ce péricarde, le liquide s'accumule et là on a ce qu'on appelle la péricardite. It, quand vous voyez un suffixe it, c'est pour infection. Donc péricardite, infection du péricarde. Et en fait, voilà, quand vous avez trop de liquide dans le péricarde, vous avez une compression du cœur et ce liquide peut s'infecter, c'est ce qu'on appelle la péricardite. Ça, c'est le petit point pathologie. Donc, on revient sur ce système artériel que je vous ai détaillé un petit peu. On avait deux circulations, la petite circulation pulmonaire ou la grande circulation systémique. Donc, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. La petite circulation,
donc la circulation pulmonaire, en fait, elle a une fonction principale qui est vitale, c'est la fonction d'hématose. Hématose, qu'est-ce que c'est? C'est les échanges gazeux entre les alvéoles et votre sang. Quand vous respirez, vous prenez de l'O2, là je vous apprends rien, du dioxygène, et quand vous expirez, vous relâchez du CO2. Ça, c'est la base de l'humain. Et bien, du coup, cet O2 que vous prenez, son but, c'est d'aller dans le sang. Et bien, à quel endroit il va pouvoir aller dans le sang? C'est au niveau de l'hématose, c'est au niveau de la petite circulation artérielle, la circulation pulmonaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez donc vous respirez. L'O2, il arrive. Alors, il faut que je retrouve à chaque fois les photos. Voilà, l'O2, il arrive, il passe dans votre trachée, il va dans vos bronches, il va dans vos poumons. À tes souhaits. Il va dans vos poumons. et, et cet O2, il va se terminer dans les alvéoles. Donc là, vous avez un sac alvéolaire ici. Et chaque boule, c'est un alvéole. Une alvéole, pardon. Et bien, quand l'O2 est ici, vous voyez là, il y a les veines et les artères, l'O2 va pouvoir rentrer dans les artères et les veines. Et ce qui se passe, en gros, c'est que vous avez votre cœur droit ici, qui envoie par l'artère pulmonaire le sang. Et en fait, normalement, vous savez, par convention, on apprend toujours que les artères sont rouges et que les veines sont bleues. Pourtant, ici, en fait, on a une inversion. Vous voyez bien que là, l'artère pulmonaire, elle est bleue. Pourquoi? Parce que cette artère, elle va vers l'organe, donc c'est bien une artère, mais elle est pauvre en dioxygène. Et son but, c'est d'être enrichie en dioxygène. Et bien, c'est justement en arrivant ici, donc l'artère arrive à l'alvéole, elle est pauvre en oxygène, donc elle est bleue. Il va y avoir un échange, donc là, vous avez l'alvéole, le sang qui arrive, l'O2 va partir de l'alvéole pour aller dans le sang, et le sang, lui, qui est riche en déchets, va relarguer du CO2 dans l'alvéole. Ça, c'est l'hématose. Une fois qu'il a récupéré son O2, il devient rouge, et en fait, il revient vers le cœur par la veine, qui est rouge, même si par convention, voilà, c'est un peu trompeur. Mais du coup, il est chargé en oxygène, et bien, il revient vers le cœur. Ici, il revient vers le cœur par les veines pulmonaires. Et il faut savoir qu'on a, alors voilà, on le voit un petit peu ici, on a 4 veines pulmonaires. Vous voyez, il y a 4 traits rouges là. Et bien voilà, ces 4 veines pulmonaires, elles arrivent dans l'atrium gauche, du coup, et c'est grâce à elles qu'on peut récupérer du sang oxygéné, donc du sang qui va servir pour les muscles, parce que les muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner, ou les organes. Du coup, ça arrive dans l'atrium, et là, pareil, hop, ventricule, et ensuite, ce sang oxygéné va pouvoir aller dans l'aorte. Du coup, cette petite circulation, et bien, en fait, c'est résumé ici. Elle comprend le ventricule droit, qui envoie dans l'artère pulmonaire les poumons, les veines pulmonaires et l'atrium gauche. Et tout le reste, du coup, eh ben, c'est la grande circulation artérielle, la circulation systémique. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ben justement, une fois qu'on a fait l'hématose, une fois que notre sang est enrichi en oxygène, une fois qu'on a relargué nos déchets qui étaient un peu mauvais, on va pouvoir envoyer ce sang dans tous les organes. Donc du coup, on part du ventricule gauche. C'est vraiment le ventricule gauche qui, en systole, envoie le sang oxygéné dans l'aorte. On envoie dans l'aorte, le sang oxygéné va vers tous les organes du corps. Les organes se mettent à fonctionner. Donc, par exemple, votre biceps, hop, il fonctionne, il crée des déchets parce qu'il a fonctionné. Ces déchets vont, au niveau des capillaires, venir dans les veines pour être envoyés dans la circulation veineuse, la veine cave notamment, être envoyés dans l'atrium droit, le ventricule droit, dans les poumons, et là, les déchets vont aller dans les alvéoles et vous allez les recracher, ces déchets. Bon, il n'y a pas que, vous ne recrachez pas tous les déchets que par la respiration. Il y a aussi, vous verrez, il y a des systèmes de filtres au niveau des reins et tout. Bon, ben voilà. Les déchets ils sont éliminés par les selles, l'urine, même la transpiration et aussi la respiration. Est-ce que ça va sur la grande circulation et la petite circulation? Vous voulez que je revienne sur un petit truc? 3, 2, 1, OK. Oui, ça va. Ça va, merci. Alors, du coup, le plus important, après tout ça, c'est l'aorte. L'aorte, c'est vraiment votre grosse artère qui va envoyer le sang oxygéné vers vos organes. Donc cette aorte, elle démarre de où? Elle naît de la base du ventricule gauche. Donc c'est au niveau du ventricule qu'elle sort. Elle va se terminer au niveau de la 4e vertèbre lombaire qu'on appelle L4. Les vertèbres, vous savez, c'est T pour thoracique, C pour cervical et L pour lombaire. Du coup, L4, c'est la 4e vertèbre lombaire et ceci au niveau de l'ombilic.
Donc, au niveau du nombril. Pour regarder votre nombril, et bien, tout simplement, ici, c'est la projection de L4. Donc, au niveau de votre nombril, l'aorte, c'est fini. Elle s'arrête ici. Et en fait, à ce niveau-là, elle se divise en deux autres artères. Elle ne s'arrête pas brute. Hein. Elle se divise en deux artères qu'on appelle les artères iliaques communes, droite et gauche. Pourquoi iliaque? Parce qu'elles se divisent au niveau du coup de l'ombilic et elles vont aller dans la région de l'os coxal. L'os coxal, c'est l'os du bassin. Et cet os coxal, il a plusieurs parties que vous verrez aussi, notamment une partie qu'on appelle l'os iliaque en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on les appelle les artères iliaques. Iliaque commune. Hein. Alors, c'est vrai, l'aorte se divise en deux. Donc, je ne sais pas s'il y a une image juste après. Voilà, ici. Donc, l'aorte se divise en deux. Artère iliaque commune droite, artère iliaque commune gauche. Mais en vrai, il y a une autre petite artère qui est postérieure, qu'on ne voit pas ici. C'est l'artère sacrale médiane. Elle est au milieu. Pourquoi sacrale? Parce que c'est une artère qui va longer le sacrum. Le sacrum, c'est l'os de votre bassin en arrière. Mais en fait, elle va longer ce sacrum. Du coup, c'est l'artère sacrale médiane. Donc, même s'il y a cette petite artère, on considère quand même que l'aorte, par ses deux gros bouts, elle se bifurque. Voilà. OK. Donc, l'aorte, on a dit, elle part du ventricule gauche. Hop, tout ça, là, tout ce qui est en rouge, c'est l'aorte. Elle est divisée en plusieurs parties, du coup. Vous avez la première partie qui monte comme ça. Elle est toute petite. C'est l'aorte thoracique, parce qu'on est dans le thorax. L'aorte thoracique ascendante, elle monte. Ensuite, vous avez la crosse en forme de crochet, là. C'est la crosse de l'aorte ou l'arc aortique. Et ensuite, elle va descendre. Tout simplement, c'est l'aorte thoracique descendante. Sauf que, attention, l'aorte thoracique descendante, ce n'est pas tout ça, vu que là, on n'est plus du tout dans le thorax. L'aorte thoracique descendante, elle s'arrête au niveau du thorax, donc au niveau du diaphragme. Je vous dis que le diaphragme sépare vraiment la partie thoracique de la partie en fait abdomino-pelvienne en bas. Et bien, au niveau de ce trou-là, en fait, dans le diaphragme, on a un hiatus. C'est le hiatus aortique. Hiatus, c'est comme ostium, c'est un trou. Donc, c'est le hiatus aortique. Il se situe au niveau de T12, donc de la 12e vertèbre thoracique. À ce niveau-là, l'aorte thoracique, elle passe dans ce trou et elle devient en fait l'aorte abdominale, dans l'abdomen. Alors, il faut savoir que cette aorte, elle est un peu en avant, plus à gauche de la colonne vertébrale. En gros, il faut retenir que dans votre corps, quand vous regardez votre aorte, elle est plus à gauche et votre veine cave, elle est plus à droite. Ça, c'est important à savoir parce que quand vous verrez plus tard des scanners, des radios et tout, pour différencier les deux, voilà, la veine est plus à droite, l'aorte est plus à gauche. Et enfin, elle se termine où? Du coup, on l'a dit, au niveau du nombril, à peu près, hein, c'est pas précis, mais au niveau du nombril à L4, et là, elle se divise en artères iliaques communes, droite et gauche. Je regarde si j'ai rien oublié de vous montrer au niveau de ça. Ah oui, donc voilà, là par exemple, c'est un exemple de scanner. Donc c'est un scanner en fenêtre médiastinale, ça se dit. En gros, c'est ce qui montre le médiastin, ce qu'il y a au milieu. En tout blanc, là, c'est quand vous mettez du produit de contraste dans vos artères et vos veines pour les illuminer. Et en fait, vous voyez, ce gros rond là, c'est l'aorte thoracique ascendante. Et en fait, elle fait une crosse. Et là, ce deuxième rond, c'est la même chose, mais c'est l'aorte thoracique descendante. Et vous voyez, si vous tracez un peu un trait vertical là, l'aorte est plus à gauche. Alors là, vous n'avez peut-être pas les refs, mais en gros, le scanner, vous savez, c'est quelqu'un qui est allongé et il y a une espèce de rond qui tourne autour de lui. Du coup, en fait, là, ce qui est à gauche, c'est la droite du patient, et ce qui est à gauche, et ce qui est à droite, pardon, c'est la gauche du patient. Bref, c'est un peu compliqué, mais pour vous dire que les deux gros ronds, c'est l'aorte qui du coup est plus à gauche, et ça là, en fait, c'est la veine cave qui est plus à droite. Bon bref, ça c'était un petit détail de scan. Hop, je reviens ici. Petit truc à savoir, c'est que l'aorte a un calibre, à peu près elle fait 3 cm de diamètre. Si ce calibre est augmenté, on va avoir un anévrisme. L'anévrisme, en fait, c'est une fragilité de la paroi artérielle qui fait que l'aorte se distend. Et ça, c'est très grave parce que ça donne ça. Là, vous avez un anévrisme de l'aorte thoracique descendante. Et en fait, ça, en soi, on va dire, bon, c'est pas trop grave, ça va. Mais en fait, si. Parce que si ça se rompt, toute votre circulation systémique, qui est en plus dans l'artère, l'articulation est rapide. Hein. Si vous taillez une artère, vous pissez le sang. Genre, ça va pas ranger. Mais imaginez une poche comme ça dans l'artère qui se casse, donc ça s'appelle une rupture d'anévrisme. Là, c'est le drame et c'est très grave et ça peut aller vers la mort. Du coup, quand vous avez une dilatation de l'artère de plus de 3 mm, on peut considérer que c'est un anévrisme. Comment ça s'opère? Ça, c'est pas du tout au programme. Hein.
Mais en gros, on met des endoprothèses comme ça qui permettent de rétablir un tuyau de diamètre correct pour ignorer en fait la dilatation. OK. Donc l'aorte, OK, c'est bien, mais elle donne aussi plein de petites artères. S'il n'y avait que l'aorte, là, vous voyez bien que ça n'innerve pas ça vascularise pas vos organes. Donc elle donne plein de petites branches. Les petites branches, c'est ce qu'on appelle les collatérales. Donc au tout début, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est les petits trucs un peu bizarres là, on dirait un peu des branches d'arbres. C'est les artères coronaires. Les artères coronaires, il y en a deux. Une artère coronaire droite et une artère coronaire gauche. Les artères coronaires, c'est elles qui vont alimenter votre cœur, qui vont vasculariser le cœur. Sinon, bien sûr, le cœur, même si c'est un peu la pompe, il a besoin aussi d'être vascularisé. Donc, elles vont vasculariser le myocarde. Donc, le myocarde, c'est la partie musculaire pour permettre justement au cœur de prendre de l'O2, de s'activer, de pomper et d'envoyer le sang dans le corps. Donc, l'artère coronaire droite et gauche, bon, elles se divisent elles-mêmes en autres artères, hein, mais bon, ça, c'est pas au programme. Et bien, du coup, si jamais vous avez, hop, ici, donc là, vous avez le cœur, l'artère coronaire droite, l'artère coronaire gauche, qui se divise en interventriculaire et en circonflexe, mais on s'en fiche. Du coup, si jamais vous avez, là, vous voyez à droite, une artère, vous voyez de l'athérome, une plaque d'athérome, c'est le cholestérol. Donc, ne mangez pas trop de cholestérol, sinon vous allez faire des infarctus. Donc, la plaque d'athérome, en fait, c'est du cholestérol qui s'accumule, qui fait un caillot dans l'artère. Ça forme un thrombus avec le sang qui coagule à côté. Ça bloque le sang. Et si du coup, le sang n'arrive plus dans le myocarde, et votre cœur, là, va se nécroser. Cette nécrose du cœur, en gros, cette diminution de l'apport du sang s'appelle l'ischémie. Et quand c'est vraiment une ischémie totale, que vous avez vraiment plus de sang qui passe, on arrive à ce qu'on appelle la nécrose et l'infarctus. Donc l'infarctus du myocarde, c'est quand vous avez plus de sang qui arrive au myocarde, tout simplement. Et ça vous fait plein de problèmes sur les électrocardiogrammes, et c'est la mort très rapide si on ne prend pas en charge. C'est pas joyeux, mais en gros, c'est ça. Donc vous avez les collatérales avec les artères coronaires, et à la face supérieure, ici, là, vous savez, sur la crosse de l'aorte, on avait trois petits trucs qui partaient, qui sont trois collatérales extrêmement importantes. Ces trois artères qui partent, cet endroit-là, on l'appelle la gerbe aortique. On a trois artères différentes, du coup. On a ici, en numéro 2, le tronc artériel brachiocéphalique. Donc là, c'est un peu particulier. À droite, du coup là, on est vers la droite. C'est un peu dur au début à vous représenter, mais après, ça viendra. Donc le tronc artériel brachiocéphalique, il est à droite. Et lui-même se divise en artère subclavière droite et en artère carotide commune droite. Alors qu'à gauche, on n'a pas ce tronc commun. On a directement, en numéro 3, l'artère carotide commune gauche. Et en numéro 4, l'artère subclavière gauche. Donc là c'est il y a un peu une dissymétrie, donc attention, il faut faire attention, quoi. Donc QCM, ça peut tomber facilement. À droite, tronc artériel brachocéphalique qui se divise en deux artères, et à gauche, directement la commune gauche et la subclavière gauche. La subclavière, c'est celle qui donnera les artères au niveau de l'épaule et du bras. La carotide commune, elle se divisera en artère carotide. Hop, je crois que j'ai là. Ouais. L'artère carotide commune, vous voyez ici, c'est la grosse artère du coup qui monte. Elle se divise en artère carotide externe, qui est en avant là. L'artère carotide externe, elle va donner toutes les artères de la face, notamment linguale, mentonnière, faciale, temporale et tout. Et l'artère carotide commune interne, qui est derrière, elle est, on va dire, plus importante, vu qu'elle rentre dans le cerveau. Et c'est l'artère qui va donner toutes les artères du cerveau. Donc, carotide commune, subclavière, et du coup le tronc artériel brachocéphalique qui donne les deux mêmes, mais du côté droit. Donc tout ça, ça vascularise les membres, le cou et la tête. Et ensuite, un peu plus anecdotique, on s'en fiche pas, mais voilà, c'est pas le truc le plus important à retenir pour vous là, c'est que l'artère thoracique, elle a aussi des branches viscérales qui vont directement aller vers les organes, les artères bronchiques, qui sont différentes des artères pulmonaires. C'est deux choses différentes. L'artère pulmonaire, c'est vraiment pour les échanges de sang. L'artère bronchique, c'est vraiment ce qui va vasculariser le poumon. Les artères œsophagiennes, parce que l'œsophage, il est tout près du cœur, en arrière. Et les artères pariétales, qui vont innerver en fait vos muscles de votre paroi thoracique, ces artères intercostales, donc qui cheminent entre les côtes. Mais ça, on s'en fiche, on ne sait même pas d'où elles sortent, on ne sait pas trop d'où elles proviennent précisément. Alors, voilà un résumé du coup de l'aorte thoracique ici. On a quelques petits trucs importants. Voilà, là c'est un peu l'essentiel et il faut essayer de retenir le plus possible à votre niveau, essayer de déjà avoir l'image au moins de quoi ça ressemble en général.
Des questions, ça va? Allez. Donc l'aorte thoracique, OK, on a dit qu'elle se terminait en T12, elle passe sous le diaphragme, elle devient l'aorte abdominale. Et là, pour le coup, je ne vais pas vous faire un détail complet de tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra apprendre au moment de votre apprentissage. C'est plein de petits détails. Forcément, ça à connaître, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, dans cette partie-là de l'aorte abdominale, on vous détaille à quel endroit parte quelle artère au niveau de l'aorte. Et en fait, ça, c'est super important dans la pratique quand vous serez médecin ou je ne sais pas quoi, ou chirurgien ou quoi. En fait, ça permet de déterminer les abords chirurgicaux, c'est-à-dire les endroits où on peut opérer, où on ne peut pas, ou alors où il faut faire attention ou pas faire attention. Donc, en gros, voilà, quand on a passé le hiatus diaphragmatique, on a l'aorte abdominale. Vous voyez qu'il y a plein d'artères qui partent de partout. Il faudra connaître d'où elles partent. Donc, typiquement, l'aorte abdominale va donner au niveau antérieur des artères phréniques inférieures. Les artères phréniques, c'est des artères qui vont innerver le diaphragme. Donc, du coup, pour la respiration, si vous coupez ces artères-là, vous ne respirez plus. Qu'est-ce qu'elle va donner aussi au niveau antérieur? 3 trucs super importants. Ici, là, vous avez un espèce de confluent, c'est le tronc cœliaque. Lui se situe au niveau de T12. Au niveau de T12, donc en fait au niveau du passage, vous avez ce tronc cœliaque que vous voyez peut-être un petit peu mieux là, ouais, quoique. Le tronc cœliaque, il donne 3 artères qu'il faut connaître. Il donne l'artère gastrique gauche, et bien que la gauche, qui va du coup vasculariser la petite courbure de l'estomac, celle-ci, la grande courbure est là. Le tronc cœliaque en T12 donne aussi l'artère splénique, hop, qui passe derrière l'estomac ici, qui va vasculariser la rate. Artère, donc splène, c'est égal rate, c'est pareil. Et il donne aussi l'artère hépatique commune, hépatique pour le foie, qui va se diviser elle-même en artère hépatique propre, et du coup, cette artère va vers le foie. Donc le tronc cœliaque, en T12, donne 3 artères. Le gros piège qui tombe tout le temps, c'est qu'il donne l'artère gastrique droite, c'est faux. Il donne l'artère gastrique gauche. C'est un piège que vous reverrez plus tard et vous penserez à ce petit cours. À la face antérieure, l'aorte abdominale donne aussi ici l'artère mésentérique supérieure. Mésentérique, c'est pour le mésentère, c'est au niveau de l'intestin. Donc en gros, l'artère mésentérique supérieure, elle va surtout innerver la partie droite de votre côlon et l'intestin grêle. Elle est en L1, elle se situe en L1. Alors que l'artère mésentérique inférieure, elle se situe, elle, en L3, ouais, en L3, et elle vascularise l'intestin grêle et aussi la partie gauche de votre côlon. Le côlon, c'est le gros intestin, c'est pareil. Donc là, c'est pour les branches antérieures. Et pareil, après, il y a des branches latérales. Du coup, au niveau de L1, qu'est-ce qui sort? Donc ici, là, on est au niveau de L1, au niveau de l'artère mésentérique supérieure. On a les 2 artères rénales qui vont aller vers les reins, du coup. Et on a aussi les artères surrénales. Hop. Voilà. Donc en L1, on a l'artère rénale. Et on ne le voit pas, mais il y a les artères surrénales qui vont vers les surrénales. Les surrénales, ici, ce sont des glandes qui sont sur les reins et qui synthétisent beaucoup d'hormones. Au niveau de L2, donc voilà, c'est vraiment des trucs qu'il faudra connaître plus tard. Là, forcément, c'est pas à retenir, ici d'avoir une image de l'ensemble. Au niveau de L2, on a les artères gonadiques qui vont vers les gonades, donc les ovaires et les testicules. Et au niveau postérieur, on ne le voit pas du coup sur le schéma, enfin très légèrement, ici, là, au niveau postérieur, il se détache les artères lombaires qui vont en fait vers la région lombaire. Ok, donc tout ça, c'était un peu les collatérales. Le plus important, c'est vraiment tronc cœliaque, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure et artère rénale. Et elle se termine du coup cette aorte abdominale, comme on l'a dit tout à l'heure, en L4, en se divisant en artère iliaque commune droite, artère iliaque commune gauche, et chaque artère iliaque commune va donner encore 2 artères, une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque interne, elle va innerver tous vos viscères, c'est-à-dire la vessie, le vagin, l'utérus, etc. Alors que l'artère iliaque externe, elle est plus à destination des membres, donc des jambes, et va innerver plutôt vos muscles, quadriceps, tout ça. Voilà. Tout ça, c'était pour artère, aorte. Et ensuite, il faut savoir, petit détail, mais les artères, elles sont très grosses quand même. Quand elles arrivent au niveau d'un petit organe, forcément, il va falloir qu'elles se réduisent de calibre. Donc, elles vont se ramifier en plus petites artères qu'on appelle les artérioles. Et ces artérioles sont encore trop grosses. Du coup, à l'intérieur des organes, elles vont se ramifier en ce qu'on appelle des capillaires. Les capillaires, c'est vraiment des mini-artères
qui sont très minces, fenêtrés. Ça veut dire qu'en fait, il y a des espèces de petits trous, on va dire. Et cet espace-là de capillaire, comme il est très, très grand, parce que c'est des tout petits trucs, comme il est très grand, très fenêtré avec des trous et tout, et très perméable, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir vraiment les échanges avec l'organe. Donc c'est là qu'on aura le passage des nutriments, le passage de l'oxygène, etc. Et dans le sens inverse, là, vous voyez, on a l'artère qui arrive, artériole, capillaire, et quand on a largué les déchets, ben dans le sens inverse, c'est pareil, on va avoir les capillaires veineux avec les vénules et ensuite les veines. Voilà. Et il faut savoir que les capillaires, on ne les retrouve pas de partout, partout. Donc là, il faudra apprendre ça par cœur. Hein, mais en gros, dans les épithéliums stratifiés, donc c'est des endroits où il y a des cellules particulières, on ne trouve pas de capillaires. Dans la cornée de l'œil, on n'en trouve pas. Dans le cristallin de l'œil, on n'en trouve pas. Et dans les cartilages articulaires au niveau de vos articulations, on n'en trouve pas non plus, mais ça, c'est du détail. Voilà. QCM, bon, je ne vais pas faire des QCM là, je pense. À la limite, à la fin, si je finis plus tôt, mais ça sera plus à vous d'essayer de vous pencher dessus et d'essayer de voir si vous arrivez à répondre. Donc, il y a une correction juste derrière. Voilà. Alors, pour ce qui est du système des artères, est-ce que ça va? Des questions ou c'est vraiment Enfin, en tout cas, à votre stade là, je pense que vous n'avez pas que ça à faire de travailler les cours de passe. Donc, c'est vraiment le plus important, ce que vous devez retenir le plus, on va dire. Ensuite, système veineux. Donc, artère, c'est ce qui amène les nutriments, l'oxygène pour faire fonctionner vos organes et vos muscles. Système veineux, c'est ce qui reçoit un peu les déchets et qui, du coup, va filtrer un peu ce qui est mauvais et le renvoyer au cœur ou alors l'éliminer ailleurs. Donc, les veines, elles ont des conduits à ramification convergente. Ça veut dire qu'en gros, alors, déjà, je vais vous montrer un truc. Attendez, hein. Ce qu'il faut savoir, voilà, par exemple. Ce qu'il faut savoir, ça c'est important et ça a fait l'objet de plusieurs pièges, c'est que par convention, quand on parle, on dit que l'artère, elle vascularise un organe. Donc l'artère, elle part d'un endroit et elle arrive à un organe. Par définition, vu que la veine, elle reçoit les déchets, elle les amène ailleurs, c'est l'inverse pour la veine. La veine, en fait, elle part d'un organe. Donc le départ d'une veine, c'est un organe, souvent. Et ensuite, elle revient et elle va vers le cœur. Voilà. Donc dire que la veine vascularise le foie, par exemple, enfin, mauvais exemple, mais la veine vascularise le rein, c'est pas très correct. C'est l'artère qui vascularise le rein et la veine, elle draine le rein. Elle récupère ce qui va, entre guillemets, pas, et elle le renvoie au cœur et voilà, ça c'est juste des petites conventions de langage, quoi. Donc je reviens au système veineux. Ok, donc du coup, quand la veine part d'un organe, souvent elle est, entre guillemets, petite, et ensuite après elle va se confluer avec d'autres veines et ça va être convergent. Donc, elle ramène le sang du lit capillaire périphérique vers le cœur, du coup. Rappelez-vous, les veines, les grosses veines, les grands collecteurs, les veines caves, elles arrivent au niveau de l'atrium du cœur, au niveau de l'atrium droit. Elles ont un calibre croissant. Vous voyez que la veine cave, elle est très grosse. Hein. Voilà, c'est vraiment la veine la plus grosse du corps. Donc, elles arrivent au niveau de l'atrium droit. Hop là. Désolé pour les allers-retours. Sa disposition, elle est calquée sur le système artériel. C'est-à-dire que quand vous regardez la veine, je ne sais pas moi, rénale, ben en fait, pas très loin à côté, vous avez l'artère rénale. Ça, c'est pour les artères et les veines qui sont profondes. Tout ce qui est veine superficielle, là, par contre, ça ne suit pas vraiment le trajet artériel. Vous voyez, par exemple, les veines de votre bras. Donc certaines personnes ont les veines qui sont plus bleues, là, on arrive à les voir. Ou alors, même, je ne sais pas, quand vous faites du sport, les veines, elles sortent un peu. Ben, ces veines-là superficielles, elles ne sont pas du tout calquées sur le trajet artériel. Elles sont proches, hein, mais elles ne suivent pas vraiment. Alors que voilà, les grosses veines et les grosses artères, elles ont vraiment des proximités, elles ont vraiment une proximité. La différence entre veine et artère, c'est que les veines, elles ont une paroi avec des muscles qui sont des muscles lisses, mais elles n'ont pas beaucoup de muscles lisses, justement. En gros, si vous taillez une veine, ne le faites pas, votre sang va couler tout doucement, en fait. Alors que si vous taillez une artère, comme les fibres musculaires sont beaucoup plus fortes, vous agressez ces fibres musculaires, c'est là que vous allez pisser le sang en jet. Voilà, ça c'est la petite différence. Et donc du coup, voilà, elles ne sont pas pulsatiles et elles ne saignent pas. Quand vous regardez votre pouls, quand vous mettez votre doigt, vous savez, au niveau de votre poignet, là, en fait, vous sentez la pulsation de l'artère et non pas de la veine.
par rapport à ces fibres musculaires lisses qui sont plus fortes. Donc, on revient un petit peu sur ça, mais du coup, la circulation veineuse, elle est calquée aussi sur la circulation artérielle. Vous avez la petite circulation veineuse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La petite circulation veineuse, c'est la circulation pulmonaire. Vous savez, c'était les 4 veines qui revenaient du poumon avec du sang oxygéné et qui arrivaient dans l'atrium gauche. Voilà. Et vous avez du coup la grande circulation veineuse. Donc, la grande circulation veineuse, c'est la circulation systémique qui est à destination de tout l'ensemble du corps. Ça, c'est composé de 4 parties. Le système cave supérieur, qui est en haut, le système cave inférieur, qui est en bas. Ces deux systèmes vont vers l'atrium droit. Le système porte, je ne détaillerai pas ce système parce qu'il est vraiment particulier et super compliqué, mais en gros, le système porte, c'est la veine qui va vers le foie. Voilà, c'est un peu une exception en gros. Pour le coup, à chaque fois, les veines, elles partent d'un organe et elles ramènent au cœur. Le système porte, c'est particulier. C'est vraiment le sang qui arrive dans le foie. En fait, le foie, il a une double vascularisation. Il est vascularisé à la fois par l'artère hépatique propre et à la fois par le système porte. Et on a ensuite le système des veines cardiaques. Ça, on s'en fiche royalement. C'est pas détaillé du tout. C'est important, hein, bien sûr, mais c'est pas détaillé du tout. Donc, le système cave supérieur, il est ici. Le cœur, système cave supérieur. En fait, lui, qu'est-ce qu'il va drainer? Donc, pour rappel, hein, là, au niveau de l'atrium droit, la veine ne part pas du cœur. Hein. La veine, en gros, elle part des bras, elle part de la tête, et elle conflue, elle draine vers le cœur. Voilà, c'est vraiment important. Et bien, qu'est-ce qu'elle va drainer? Elle va ramener les déchets de où, en fait? De la partie supradiaphragmatique. Il faut imaginer qu'il y a le diaphragme qui est en dessous du cœur. Ben, la veine cave supérieure, elle draine toute la partie supradiaphragmatique. Donc, ça comprend le corps, enfin le haut du corps, la tête, le cou et les membres thoraciques, donc c'est-à-dire les bras. Hein. Mais par contre, elle ne draine pas le cœur. Le cœur, il est autonome avec les veines cardiaques, justement, et les artères coronaires. Du coup, elle ne va pas drainer les déchets du cœur. La veine cave supérieure, VCS, donc il y a plein d'abréviations, il faudra vous familiariser avec ça plus tard. VCS, du coup, elle est formée par quoi, quand on regarde ici? Par 2 gros troncs, en fait, qui sont les veines brachiocéphaliques. Pourquoi brachiocéphalique? Parce que si on prend le tronc qui est à gauche, en fait, c'est la réunion d'une veine ici céphalique. Céphalique, c'est pour la tête. Donc, vous avez des céphalées, vous avez mal à la tête. Céphalique, c'est la tête. Donc, c'est la confluence d'une veine céphalique avec la confluence d'une veine brachiale, ici, qui donne la veine brachiocéphalique. Et bien, la veine brachiocéphalique gauche plus droite, ça donne la veine cave supérieure. Et dans cette veine brachiocéphalique, du coup, ici, les 2 confluences, en fait, c'est plus précisément la veine subclavière, qui du coup est calquée sur l'artère subclavière hein, qu'on a vu tout à l'heure, et la veine céphalique ici, en fait, c'est la veine jugulaire interne. OK, et du coup, dans chaque confluent, donc, je crois qu'il y a un truc juste après, ouais, non, c'est là, là, OK. Dans chaque confluent, ici, là, à la jointure entre la veine jugulaire interne et la veine subclavière, vous avez des conduits particuliers qui sont des conduits lymphatiques qu'on appelle à gauche le conduit thoracique et à droite le conduit lymphatique. Alors attends, désolé pour l'artère iliaque, est-ce que son nom a un rapport avec la fosse iliaque de l'abdomen? Je veux dire par rapport à la position. Oui, c'est exactement ça. Hein. L'artère iliaque, en fait, elle est en position de l'os coxal et au niveau de l'os coxal, tu as la fosse iliaque. Donc c'est exactement le nom approprié à la position. Du coup, je disais, au niveau des 2 confluents, là, vous avez à gauche, donc là, il faut bien préciser, c'est 2 choses différentes. Hein. À gauche, vous avez le conduit thoracique qui va arriver dans ce confluent-là à gauche, et à droite, le conduit lymphatique. Donc, je vous montre avec ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle les conduits lymphatiques. Et donc, vous voyez qu'à gauche, hop, ça monte là, hop, ça arrive dans le confluent. À gauche, c'est le conduit thoracique. Et à droite, ici, un peu particulier, hop, on remonte. Là, c'est le conduit lymphatique. Voilà, faire la distinction entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Le conduit lymphatique, on verra après ce que c'est, mais en gros, c'est un système qui est en dérivation sur la veine et ça, pareil, ça filtre et tout. Bref. Donc, système cave supérieur, OK. La veine cave supérieure, elle descend verticalement. Donc ici, là, vous voyez qu'elle descend vers le cœur.
et elle se termine dans la face supérieure de l'atrium droit, on l'a déjà dit. À sa face postérieure, un truc un peu compliqué qui est dur à visualiser, elle reçoit donc sur sa face postérieure la veine azygos, cette veine-là, ici veine azygos, cette veine bleue au milieu, qui elle-même reçoit les veines hémiazygos, toutes les veines là au niveau des costales. Et bien cette veine azygos, elle va rentrer dans la veine cave supérieure. Et en fait, cette veine, vous voyez que du coup, elle touche toute la paroi thoracique, hein, elle est énorme, en gros. Elle va drainer toutes les parois du tronc. Et le système azygos, plus précisément, en fait, c'est ce qu'on appelle une anastomose entre le système cave supérieur et le système cave inférieur. En fait, cette veine azygos, elle relie, anastomose, c'est relié, elle relie la veine cave supérieure avec la veine cave supérieure. Les anastomoses, en fait, à quoi elles servent? C'est que si jamais vous avez un problème au niveau de la veine cave supérieure, et ben du coup, grâce à cette veine azygos, vous pouvez avoir un relais un peu, vous pouvez compenser parce qu'elle va plutôt envoyer vers la veine cave inférieure. Les anastomoses, ça sert un peu à ça. Voilà. Hop. Et ensuite, du coup, on avait le système cave supérieur, on a le système cave inférieur. Du coup, le système cave supérieur, il draine la partie, on l'a dit, supérieure du corps, tout ce qui est supradiaphragmatique. À l'inverse, le système cave inférieur, il va drainer tout ce qui est infradiaphragmatique, donc vos jambes, l'abdomen et tout ce qui est région pelvienne. Donc la VCI, veine cave inférieure supérieure, veine cave inférieure, elle est formée par la convergence des veines iliaques communes droite et gauche au niveau de L5. Donc, alors est-ce qu'il y a une photo? Non, pas de photo. J'en ai pris une là, je crois pas. Ouais, là. Donc, on a le hiatus, rappelez-vous tout à l'heure, diaphragmatique, où il y a l'aorte abdominale, tronc cœliaque, artère mésentérique inférieure ici. Elle se divise en artère iliaque commune droite, artère iliaque commune gauche. Et bien, la veine, elle est calquée sur ça. Ici, on a la veine cave inférieure. Et bien, elle, en fait, donc rappelez-vous, en fait, cette veine cave-là, elle remonte vers l'atrium. Donc, elle départ, en fait, des deux veines qui sont en dessous, la veine iliaque commune droite et la veine iliaque commune gauche, qui se réunissent et qui donnent la veine cave inférieure. C'était exactement la même chose que l'artère, en fait. Donc, si vous arrivez à comprendre l'anatomie de l'artère, de l'aorte et l'artère, vous comprenez à peu près l'anatomie des veines importantes. Et sauf que par contre, oui, donc la nuance, c'est que cette aorte abdominale se terminait en L4, alors que la veine cave inférieure, elle se termine plutôt en L5, un peu en dessous. Vous m'entendez toujours? Parce que je viens de recevoir un truc comme quoi mon internet est mauvais. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si jamais vous me dites. Donc voilà, aorte abdominale, ça se termine en L4, veine cave inférieure, ça se termine en L5. Enfin, elle commence en L5, la veine cave inférieure. Et la veine cave inférieure, elle est plus longue que la veine cave supérieure. Ça se voit à peu près. Voilà, ici. Vous avez la veine cave inférieure qui démarre ici en L5. Et la veine cave inférieure, du coup, elle fait tout ça. Hop, elle remonte ici jusqu'au cœur. Alors que la veine cave supérieure, c'est juste un petit bout ici en haut. Donc voilà, l'inférieure est plus longue. Hop, question. Ta voix se coupe quand tu parles par un moment. Ok, désolé, du coup, je ne sais pas pourquoi. Bon, le message est parti, normalement, vous devriez m'entendre, mais si jamais je coupe vraiment beaucoup, vous me dites, mettez le micro, vous me dites, reprends cette partie-là. Du coup, on continue. Cette veine cave inférieure, elle monte en arrière du sac péritonéal et en arrière du foie. Alors, la veine cave inférieure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est derrière le foie. Voilà, ça, il faut le savoir, c'est sûr, c'est super important. Vous avez votre gros foie, qui est plus à droite sur votre corps. Bon, vous étudierez tout. Il est là, en fait. Il y a la photo juste ici. Voilà. Le foie est là. La veine cave inférieure, elle est vraiment derrière. Et elle est aussi en arrière du sac péritonéal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout à l'heure, je vous parlais du péricarde. Le péricarde, c'était ce qui recouvrait le cœur. En fait, le péricarde, c'est ce qu'on appelle une séreuse. C'est une espèce de sac dans lequel on met les organes. Et bien, il y a 3 séreuses dans le corps qu'il faut connaître. C'est le péricarde, autour du cœur, la plèvre, autour des poumons, et le péritoine, qui recouvre tous les organes abdominaux pelviens. Donc, le foie, l'estomac, les intestins, etc. Ben voilà, il faut savoir que cette veine, elle est en arrière de ce sac péritonéal. Elle se termine du coup, la veine cave inférieure, à la face inférieure de l'atrium droit, ça on l'a déjà vu. Et attention, toutes ces collatérales,
elles ne sont pas superposables à l'aorte abdominale. Vous savez, il y avait toutes les collatérales de l'aorte abdominale, artère rénale, artère truc, artère truc. Bah, les veines, là, elles sont pareilles, c'est les mêmes collatérales. Il y a aussi les veines rénales, il y a aussi les veines gonadiques, c'est tout pareil, sauf qu'elles ne partent pas des mêmes endroits. C'est là où on a un peu une asymétrie entre les deux parties. Donc, on a dit veine cave supérieure, veine cave inférieure. On a le système porte qui est particulier. Le système porte, donc avec la veine porte, ça draine le sang veineux du tube digestif infradiaphragmatique. En fait, là, le système porte, c'est ça. Voilà. Vous avez des veines particulières qui sont la veine mésentérique. Pareil, encore une fois, ça fait écho aux artères. La veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure, la veine splénique. Ben, les trois, elles se regroupent pour former la veine porte. Et pour le coup, c'est là que je vous disais qu'il y a un peu un truc un peu chelou. C'est que là, les trois, elles prennent les déchets du coup de la rate et des intestins pour les envoyer directement dans le foie. Pourquoi? Parce que le foie, c'est un endroit supra important qui va filtrer en fait tous vos déchets et enlever les métabolites un peu toxiques. Donc voilà, la veine porte, c'est celle-là. Et le système porte, c'est vraiment veine mésentérique supérieure, plus veine mésentérique inférieure, plus veine splénique qui confluent en veine porte. Et donc tout ça, ça va drainer le sang veineux du tube digestif infradiaphragmatique. Tout ça, c'est encore en dessous du diaphragme. Pour aller, donc je l'ai dit, vers le filtre hépatique. Et ensuite, une fois que ça a été filtré, du coup, là, forcément, ça va revenir par les veines sus-hépatiques dans la veine cave inférieure et repartir au cœur et faire tout le délire de filtration et tout. Pourquoi c'est important cet endroit-là? Parce que du coup, vu que c'est un peu une particularité anatomique, quand vous avez des cancers, très souvent, dans les cancers, vous verrez que vous avez des métastases. Donc, métastase, c'est quand un cancer se délocalise un petit peu et va ailleurs dans d'autres organes. Et très souvent, en fait, c'est au niveau du foie. Parce que le foie, c'est un peu un carrefour euh, de toute la circulation. C'est un carrefour qui va trier un peu tous les déchets et tout de tout ce qui est ici, là, notamment. Et du coup, ben, si vous avez un cancer qui va dans le sang et qui se propage un peu partout, il y a de fortes chances qu'il arrive à ce niveau-là et qu'il donne des métastases hépatiques. Donc très souvent, dans les cancers, on peut avoir des métastases hépatiques et du coup, c'est un peu dur à gérer. Euh, voilà. Donc voilà, c'est surtout, hein, les cancers digestifs. Hein. Si vous avez un cancer de l'intestin, de la rate ou même de l'estomac ou quoi, très facilement, vous allez pouvoir avoir des métastases hépatiques. Alors qu'un cancer du poumon donnera peut-être moins de métastases hépatiques, mais les métastases, de toute façon, elles peuvent toucher n'importe quel organe. Donc, bon. Donc, veine porte, je l'ai dit, c'est la réunion de ces trois veines ici. Ça donne le tronc porte ou la veine porte. Cette veine porte se divise en deux. Donc, la veine porte droite et la veine porte gauche ici. Et en fait, ces deux veines, elles vont séparer le foie en deux parties. On va parler de foie droit et de foie gauche. Bon, voilà. Et OK, ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, pareil, je vous disais tout à l'heure, vous avez l'anastomose azygos qui va permettre en fait, de relier la veine cave supérieure avec la veine cave inférieure. Ben, au niveau de la veine porte, c'est pareil, vous avez des anastomoses qui sont un peu particulières. Anastomose rectale. En gros, vous avez des veines au niveau de votre rectum qui vont toucher la veine porte pour permettre, pareil, s'il y a un problème de supplémenter. Et vous avez des anastomoses gastro-œsophagiennes, pareil, des veines gastriques et de l'œsophage qui vont vers la veine porte pour, pareil, s'il y a un endroit où c'est bouché, ben, on reprend le relais par ici. Donc, ce sont ce qu'ils appellent des voies de dérivation anatomique en cas d'obstruction. Et notamment, vu que vous avez une anastomose rectale, en gros, ça c'est vraiment du détail, hein, mais quand vous avez ce qu'on appelle les hémorroïdes, ce qui n'est pas très glamour, ben, en gros, c'est que vous avez une obstruction au niveau d'une veine qui fait qu'en amont ou en aval, vous allez avoir dilatation des veines hémorroïdaires, donc des veines au niveau rectal, et c'est ça qui donne des tuméfactions et ça fait mal. Bref, vous avez compris, hémorroïde, je ne vous fais pas un dessin. Voilà. OK. Et ensuite, voilà, ça c'est vraiment pas important, mais vous avez le quatrième système, c'est le système des veines cardiaques. C'est un peu comme les artères coronaires qui vont qui vont vasculariser le myocarde. Ben là, les veines cardiaques, pareil, elles vont drainer un peu le myocarde, mais c'est un système particulier qui n'est pas trop détaillé. Des questions sur les veines? Et après, on a fini, il reste juste les lymphatiques et c'est tranquille. Allez. Donc, le système lymphatique, rappelez-vous, on l'a dit tout à l'heure, il y avait le conduit thoracique qui était à gauche et le conduit lymphatique qui était à droite.
qu'est-ce que c'est la lymphe? C'est un peu compliqué, c'est un peu plus abstrait à se représenter. Je vous invite, si jamais vous avez le temps et que vous êtes curieux, à regarder un petit peu. Mais en gros, la lymphe, c'est un liquide blanchâtre, voire jaunâtre, qui circule dans des conduits un peu moins connus qui sont du coup les lymphatiques. Et c'est un système qui est directement branché sur le système veineux. Donc, ce n'est pas branché sur le système artériel, mais branché sur le système veineux. Et en gros, cette lymphe, c'est pareil, c'est un peu une espèce de filtre qui va récupérer ou non les différents déchets et qui va du coup les envoyer dans les veines pour les évacuer. Ce système lymphatique, on l'avait vu tout à l'heure, vous voyez, c'est en vert là, il y a plein de petits renflements, plein de petites boules. Voilà, ça c'est particulier du système lymphatique, c'est ce qu'on appelle les nœuds lymphatiques. Le système lymphatique, du coup, c'est plusieurs parties. On a les vaisseaux et les nœuds, ça ok. On a la rate, c'est sûrement le plus important. La rate, c'est vraiment un organe lymphatique à part entière qui va en fait traiter toutes vos cellules du sang. Donc, je ne vous fais pas un détail sur les cellules du sang, mais vous avez les thrombocytes, donc les plaquettes, vous avez les globules rouges, vous avez les leucocytes pour la défense immunitaire, les lymphocytes, enfin bref. Bah, la rate, elle va vraiment traiter toute cette information-là. Si vous n'avez pas de rate, vous n'avez pas de défense immunitaire, vous n'avez pas de système lymphatique, et c'est très, 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 très compliqué à gérer. Et c'est des personnes des gens qui sont splénectomisés, qui n'ont plus de rate par rapport à des maladies particulières, ben, ils ont tendance à avoir beaucoup d'infections, justement. Donc la rate, organe lymphatique, très important. Le thymus, c'est un organe assez particulier qui est présent à l'enfance. C'est devant la trachée, c'est voilà, de votre cou, devant le cou. En gros, c'est un organe qui involue. À la puberté, cet organe, il diminue jusqu'à presque plus exister. Bon. Et c'est en fait, pendant votre enfance, c'est vraiment lui qui va permettre de créer tout ce qui est lymphocyte T, lymphocyte B. Les lymphocytes T et B, je pense que vous avez fait en SVT, pour ceux qui ont fait SVT, c'est la défense immunitaire, hein, pareil. Donc voilà, c'est le thymus qui crée tout ça. Vous avez ensuite des tissus lymphoïdes un peu partout. En fait, les lymphatiques, ils sont présents un peu partout dans votre corps sans forcément qu'on y fasse gaffe. Par exemple, les amygdales dans la bouche, très souvent, quand vous avez une angine ou même vous avez un gros rhume un peu bizarre qui vous fait mal, vous avez les ganglions qui gonflent. Donc dans le cou, dans la bouche, et ben ça, en fait, ce sont des amas des tissus lymphoïdes. Et pourquoi ça gonfle? Parce que justement, on a les lymphocytes sanguins qui circulent dans les lymphatiques. Et quand vous avez une infection, notamment une infection virale, donc par exemple une angine virale du moins, quand vous avez une angine virale, en fait, votre système immunitaire s'active. Vous avez les lymphocytes qui vont proliférer et vouloir se battre contre l'infection. Du coup, ils vont se multiplier et ils vont aller dans les ganglions lymphatiques et du coup, ça va faire grossir les ganglions. Donc, quand vous avez des ganglions, soit c'est très très grave et vous avez un cancer ou une hémopathie lymphoïde, ce qui est quand même relativement plus rare, hein, soit vous avez juste une réaction immunitaire contre un virus. Voilà, donc quand vous avez des gros ganglions au niveau du cou, bah, c'est normal, enfin c'est normalement normal, c'est que votre système immunitaire s'active. Donc voilà, ça c'est des petits détails après, mais les vaisseaux lymphatiques, on ne les trouve pas de partout non plus. Ils sont absents du système nerveux central, SNC. On ne les trouve pas dans les muscles squelettiques. Les muscles squelettiques, c'est les muscles striés, notamment voilà, les muscles comme le biceps, le quadriceps et tout. De la moelle osseuse, MO. On ne les trouve pas dans le cartilage hyalin, on ne les trouve pas dans les fanères. Les fanères, c'est les poils et les ongles, les cheveux, bref, c'est assez particulier. Ça, c'est du détail qu'il faudra apprendre plus tard. Les nœuds lymphatiques, ils sont toujours présents à côté des vaisseaux lymphatiques, voilà, sur le long des vaisseaux lymphatiques. Vous avez à chaque fois des petites dilatations, en fait, c'est là où les lymphocytes vont surtout se rencontrer et présenter les antigènes ou quoi. Les nœuds, soit ils sont groupés en lymphocentres, c'est vraiment des endroits où il y a beaucoup de nœuds lymphatiques, soit ils sont tout seuls, isolés à des petits endroits. Et du coup, voilà ce que je disais, ils sont de petits volumes, normalement, ces nœuds lymphatiques, et des fois, ils peuvent s'hypertrophier en cas d'inflammation ou de maladie maligne. Donc, l'inflammation, c'est ce qui n'est pas grave. Maladie maligne, c'est quand c'est les hémopathies ou cancer. On parle d'adénopathie. Adénopathie, ça ne veut pas dire. C'est pas grave. Hein, quand il y a des adénopathies, ça peut être très, très bénin comme très, très malin. Et ça, bon, c'est un truc qu'il faudra apprendre plus tard. Donc, le système lymphatique, on l'avait dit tout à l'heure, il y avait deux parties justement qui vraiment récoltaient cette lymphe. À gauche, on avait le conduit thoracique qui naît particulièrement dans la citerne du Chil, la citerne de je ne sais pas comment ça se prononce, Péquet, je pense, ou Péquette, je ne sais pas. C'est ici. Voilà, en vert, là, vous voyez ce petit renflement là? Ben, c'est ça, la citerne du Chil. Voilà, c'est là vraiment que ça naît, en fait.
Donc, ça naît d'ici. Et qu'est-ce que ça va drainer, ce conduit thoracique? Il va drainer tout ce qui est abdomen, viscère pelvien, membre pelvien. Et il a un trajet, du coup, thoracique dans le médiastin postérieur. En fait, il est... Enfin, bon, ça, on s'en fiche un peu, mais en gros, il est vraiment postérieur. Il n'est pas devant votre corps, il est en arrière de votre corps. Il passe derrière les organes, quoi. Et il se termine, comme on l'a dit, dans le confluent veineux jugulo-subclavier à gauche. Alors que le conduit lymphatique droit, il est beaucoup plus court et lui, il draine tout le reste. Chaque jour, vous avez 3 litres de lymphe qui est basculé dans la circulation veineuse. Donc chaque jour, votre lymphatique, il prend 3 litres de, entre guillemets, déchets ou de trucs à filtrer, il les envoie dans la veine. Là, vous avez en gros à quoi ça ressemble le système lymphatique. Vous voyez, c'est plein de vaisseaux lymphatiques, plein de petits ganglions, là, enfin plein de petits nœuds, avec plus ou moins des connexions. Et ben, tout ce qui est un peu orange-jaune sur la personne, là, c'est ce qui est drainé par le conduit thoracique gauche. Et le conduit thoracique droite, c'est tout ce qui est en vert, en gros. Mais ça, c'est pas trop détaillé dans le cours, de toute façon. Voilà, et je crois que c'est bon. Voilà, donc les QCM, on va pas les faire parce que forcément, je pense que là, à chaud, enfin à froid, vous n'allez pas réussir à répondre brillamment, sauf si vous êtes vraiment géniaux. Mais je vous invite à les faire quand même pour avoir un petit aperçu et pour voir à quoi ça ressemble les QCM de base, hein, ça c'est super important. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? 1, 2, 3, non. Si vous avez des questions sur le cours, vous m'envoyez des messages plus tard ou quoi, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est, voilà, encore une fois, de la filière santé, les études, comment ça se passe les QCM, enfin tout, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre, j'ai du temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors juste, voilà un truc, une question peut-être. Ok, c'est bon. Voilà, bah bon courage pour vos études et peut-être à bientôt pour d'autres cours ou quoi. Voilà, bonne soirée.